Au sud du Chili, El Chino, Thio et Flash s'aventurent seuls dans les canaux de Patagonie. Au sud de la Nouvelle-Zélande, Colin et ses hommes sont les derniers pêcheurs de langoustes de l'île Stewart. À première vue, rien ne les rassemble. Ils sont séparés de milliers de kilomètres. Ils n'ont pas les mêmes moyens, ne gagnent pas les mêmes sommes. Et pourtant, tout les rapproche. Ils font l'un des métiers les plus dangereux dans des endroits qui comptent parmi les plus risqués du monde. Ils partagent le danger, le froid, l'isolement. Dans ces latitudes, chacun de leurs voyages est une aventure. On est arrivé bien trop tôt à Punta Arenas, au Chili. On avait rendez-vous avec un équipage. On l'a attendu pendant une semaine. Personne n'avait de nouvelles, personne ne savait où il était. Et un jour, la Sarita est apparue. Ahora, por ejemplo, el viaje que hicimos, anduvimos 10 días fuera, sin poder trabajar, nada, temporales. Viento de 60, 70 kilómetros, o sea, rayas. Entonces estuvimos esperando 7 días que se compongan las condiciones climáticas, pero no pudimos trabajar. Entonces salimos a trabajar y el momento que llegamos a trabajar... C'est comme ça qu'on a rencontré El Chino, El Thio et Flash. Sur un port enneigé de Punta Arenas, où ils sont rentrés bredouilles, sans un oursin. La nuit tombe sur la ville. Ils ne savent pas trop quoi faire. Mais cet échec a creusé des dettes et il faut repartir vite, dans les 2 jours. Il y a Thio, l'oncle, parce qu'il n'a pas d'enfant mais une ribambelle de neveux et de nièces. Il y a Flash, le plongeur. Il vit seul à Punta Arenas et doit son surnom à sa rapidité d'exécution. Il y a El Chino, le capitaine, qui habite une petite maison avec toute sa famille au pied d'un centre commercial. Et enfin, il y a El Dueño. Il ne partira pas avec eux. El Dueño est l'armateur. Et comment ça va, Carlito? Bien. Il est où le Thio? On va aller chercher. Je vais l'appeler. Il faut aller chercher l'homme principal, l'homme clé. Vous allez partir à 3, parce que là, ça s'est très mal passé. Mais cette fois-ci, il ne faudra pas que ce soit le cas. Toutes vos campagnes ne vont pas être mauvaises quand même. Comme je te disais, ça ne peut pas être tout le temps négatif. Ils se sont donné rendez-vous dans la maison du capitaine, El Chino. Ils font la liste d'avitaillement, discutent des derniers détails, se disent que cette fois-ci, il faut que ça marche. C'est ce que je leur dis toujours. On part à 3, on part de la maison, mais on ne sait jamais quand on va revenir. Ça sert à rien d'être fâché. Faut juste y mettre de la bonne volonté. C'est à cette seule condition que le boulot se passera bien. Là, on part avec la foi. Je crois que ce voyage va bien se passer. Ouais, on a la foi. Et surtout, on a très soif. Ouais, il faut boire un bon coup avant de partir. La Sarita apparaît 2 jours après son retour. La Sarita, un petit bateau en bois solide qui tient bien la mer, paraît-il. La Sarita et sa cabine d'à peine 4 mètres carrés dans laquelle il faut dormir, manger, en un mot vivre, et où se joue une forme de huis clos permanent pour les 3 hommes. La précédente pêche a été catastrophique.
Pour se refaire, El Chino, Thio et Flash ont décidé de tenter leur chance dans un endroit où peut se rendre, le canal Abra. Pour y aller, il faut commencer par remonter le détroit de Magellan. Le temps en ce moment est variable. Il peut changer d'ici la nuit. Dans cette région, il change environ toutes les 6 heures avec la marée. Ça va se gâter. Oui, je crois qu'il va pleuvoir. Combien elle disait la météo? 50, 60, 70 km/h de vent? Pendant toute la nuit et une bonne partie de la matinée, ils essaient de franchir le cap Froward, le point le plus austral du continent américain. Là, le détroit de Magellan forme un coude et les vents dominants viennent de face. Hein, tous les sacrifices qu'on fait pour garder sa femme. Avec ce boulot, au moins, je suis sûr qu'on va garder nos nanas. Et toi, le bateau, arrête de cogner, là. Arrête donc. Allez, arrête de cogner, là. La Sarita souffre. Le moteur fait 80 chevaux, la puissance d'une petite berline. Et il faut affronter des mers formées, des forts courants. Ça ne va pas passer. Ici, c'est pas le patron qui décide tout seul si on passe ou pas. On est 3, alors on décide ensemble de continuer ou de s'arrêter. Parce que s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, c'est pas qu'à lui que ça arrive. C'est à tous les 3. Et s'il y a une tempête, on ne va pas prendre le risque d'un naufrage, parce que le plus souvent, il n'y a pas de bateau proche pour venir nous sauver. Les 3 hommes décident de se mettre à l'abri. Ici, dans les canaux de Patagonie, la météo rythme la progression et le travail. Quand le temps est mauvais, on se cache. On fait le dos rond. On attend que ça passe. Ça va durer 3 jours. Allô, allô? Tu m'entends fort et clair? Oui, je t'entends bien. On a la même info pour la météo. L'après-midi s'annonce très mauvais. Vers 6 heures, 7 heures, ça peut changer. On sait jamais, mais vous n'avez pas le choix. Faut attendre. En fait, les prévisions sont mauvaises. On en a parlé avec un autre bateau qui venait de Puerto Natales pour Punta Arenas. Ils disent que c'est très mauvais. On va attendre le soir vers 20 h et on va voir l'évolution. J'espère que ça change vers le nord-ouest pour que ce soit favorable pour nous. Le dernier voyage s'est très mal passé, on a foiré. On est resté 10, 12 jours dehors sans pouvoir rien faire. On est revenu à vide, le temps était très mauvais. Donc on n'a eu que dalle. À toi. Et ton équipage, ça va? Ils tiennent le coup? Ils vont bien? Ben écoute, ici tout va bien. On est tous les 3, El Tio, Carlo et moi. Tout va bien. Pour l'instant, les états d'âme, ça va. Ça va. Bahía y la temperatura máxima probable -1 grado. Ya que había pasado Carlos III para arriba, el suroeste nos favorece. Pampana, y Cabo de Hornos, que estará nublado, cubierto, visibilidad de 9 a 7 kilómetros y nieve
El viento será noroeste-oeste, rolando oeste-suroeste de 30-20 nudos. On conclut la météo avec le Cap Horn. Il sera totalement couvert avec des vents de 100 km/h et de la neige. Ouais, il faut tenter le coup demain matin. Oeste-suroeste. Ojalá que de aquí a la mañana cambie. Si no, 3 días ya esperando. Malísimo tiempo. Mauvais, mauvais. Malo, malo. Oui, mais ça va changer demain matin. La mañana siempre pega un recalmón, depende de la marea. Ça peut changer en quelques heures. Sí, pues fuera suroeste y marea tirando para el estrecho sería un lujo. Alors que les 3 Chiliens espèrent enfin passer le cap Froward pour poursuivre leur chemin, au sud de la Nouvelle-Zélande, près de l'île Stewart, Colin et ses 2 hommes d'équipage fondent la vague. Moteur de 1000 chevaux lancé pleine balle, ils sont les derniers pêcheurs de langoustes de l'île. Il n'y a personne en mer. J'adore ça. Mon père était pêcheur. Lorsque j'avais 7 ans, on est parti pour 2 semaines en mer. Et c'est sans doute à ce moment-là que j'ai commencé à aimer ce métier, cette vie. Je me rappelle qu'à l'époque, l'équipage me payait l'équivalent de 20 centimes pour chaque jour où je n'étais pas malade. Ça leur a pas coûté cher. Et puis après, pendant les vacances scolaires, j'ai continué à suivre mon père. Mon ambition, c'était d'avoir mon propre bateau pour aller pêcher. Et 40 ans plus tard, me voilà en train d'aimer ça. Cela fait maintenant 2 jours que Colin et ses matelots sillonnent le sud de l'île Stewart. En cette fin de saison, ils espèrent relever leur casier à langoustes juste avant la tempête qui se profile à l'horizon. La saison a été plutôt bonne, et sur le pont arrière, Quinn et Jason s'apprêtent à bosser. Ils ne sont pas très causants, il faut dire que pendant près de 12 heures d'affilée, ils ne vont pas arrêter. Retour au boulot, les gars. La cadence est extrêmement soutenue. Il faut d'abord placer les appâts dans les casiers, les jeter à la mer, avant de relever d'autres casiers un peu plus loin. Elles crèvent de faim, ces bestioles. Tu sais, c'est un peu les charognards de la mer. Il suffit de mettre les bons appâts et le tour est joué. Mais il y a certaines périodes dans l'année où elles ne veulent pas entrer dans les pièges. Et c'est en général quand elles font leur mue, elles changent de carapace. À ce moment de leur vie, elles ont vraiment faim et c'est bien plus facile de les attraper. Il ne faut surtout pas se fier aux apparences. À la pêche à la langouste, il ne suffit pas de jeter ses pièges à la mer au petit bonheur la chance et les récolter quelques jours plus tard. Sans être une science, il faut de la précision. Déposer le casier à l'endroit exact où les langoustes se rassemblent, au pied des falaises sous-marines. À la barre, Colin joue sans cesse avec les courants, avec la houle, avant de choisir le moment précis pour larguer ses casiers. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est le dernier à pêcher la langouste par ici. Tous les autres ont abandonné à cause de l'éloignement, à cause des risques. La mer y est toujours démontée, le danger permanent. Le pire qui puisse arriver, c'est que l'un d'entre nous tombe à la mer, qu'on se fasse accrocher dans l'un des cordages. Mais c'est leur boulot de veiller l'un sur l'autre. Moi, je ne peux pas quitter mon poste pour leur dire « Ne te mets pas là, accroche-toi ici ». De toute façon, ils connaissent bien le bateau. Ils me connaissent. Ils connaissent la manière dont je gère les manœuvres. Mais c'est chacun pour soi sur le pont à l'arrière.
Aujourd'hui, les casiers qu'ils remontent à bord sont bien remplis. Les langoustes pleuvent sur le pont, c'est Byzance. Même s'ils rejettent à la mer près de la moitié d'entre elles. Les trop petites, celles prêtes à pondre. Pour toutes celles-là, les pêcheurs ont l'obligation de ne pas les conserver à bord. Alors ils balancent, encore et encore. Lors d'une marée, Quinn et Jason ne comptent pas leurs efforts. Ils n'arrêtent jamais, sont toujours d'attaque. Il faut dire que le salaire est bon, très bon. Mais le métier est dur, très dur. Ce n'est pas eux qui diront le contraire, alors qu'ils entendent de loin une nouvelle pas très engageante à la radio. Une tempête se dirige vers le sud de l'île Stewart, à l'endroit même où il se trouve. Il prévoit près de 130 km/h de vent cet après-midi. Alors il va falloir improviser. Mais apparemment les prévisions sont plutôt justes en ce moment. Pour l'instant, ça va. Même si je vous avoue que 130 km/h, ça commence à faire beaucoup. Si c'est vraiment le cas, on verra bien ce qu'on fait. En Patagonie, El Chino, Thio et Flash ont franchi le cap Froward, après 3 jours à se planquer du mauvais temps. Ils continuent de progresser vers le canal à bras, mais un détail vient les troubler. C'est plein d'eau en bas. Les patates sont trempées. Je vais les mettre devant. Il y a de l'eau dans la cale. Ce n'est pas en soi une très bonne nouvelle. Mais après avoir mis autant de temps pour arriver dans leur zone de pêche, les 3 hommes préfèrent se focaliser sur le but de leur voyage. Les oursins. Thio, vas-y, balance l'anche. Flash revêt alors sa combinaison de 20 mm d'épaisseur. L'eau est à 2 degrés, pas plus. Dehors, il fait à peine 0 degré. Ici, je suis sûr qu'il y a de gros oursins. El Chino et Thio s'affairent sur l'antique compresseur, la machine la plus importante du bord. Elle envoie l'air à Flash, qui plonge au narguilé. Et pas quelque chose de bien chaud dans les chaussettes, hein? Première plongée dans le canal à bras. 4 jours pour venir jusque-là. Et tout ça pourquoi? Putain, il fait froid. Y a rien. Y a pas d'oursins, ils sont trop petits. On va bouger là-bas, c'est un peu plus profond. C'est un travail d'aventurier. Des fois tu gagnes beaucoup, des fois rien du tout. Parce qu'il faut souffrir pour avoir des oursins.
merde, le temps commence à se gâter. Ouais, mais il y a plein d'oursins. Il y en a des petits aussi. On peut se faire de l'argent avec ça. Cette fois, on n'a pas le choix. Faut bien les choisir. Hein. Il faut que je prenne un médicament pour les nerfs. Et je dois prendre un calmant pour me détendre. Je travaille bien avec eux. Ils font attention à moi. Ils sont très attentifs au tuyau parce que sinon l'hélice du bateau peut l'attraper. Et là, adieu plongeur. Là, tu peux avancer. Vérifie bien la taille des oursins. Hein. Faut qu'on ait à manger quand même. J'ai juste regardé les autres faire, et un jour un plongeur m'a appris. J'avais mal aux oreilles. Je ne savais même pas nager. Et celui qui ne sait pas nager a encore plus de mal à plonger. C'est comme ça que j'ai appris à plonger. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier. Vous devez apprendre à travailler sous l'eau. Vous devez aller vite. C'est l'expérience qui vous apprend comment faire. Il y a plein d'oursins. Oh, c'est pas vrai, je commence à me faire vieux, moi. Un jour, mon tuyau s'est cassé alors que je cherchais des moules. On les prenait à 20 mètres de profondeur. Et ça, c'était une bêtise parce que les gars en surface remontaient le tuyau avec des filets bien trop remplis. Et le tuyau n'a pas supporté le poids. Il s'est cassé et le filet a commencé à m'emporter au fond. Là, j'ai lâché les plombs, mais comme j'étais chargé, je ne suis pas remonté tout de suite. On a dû me décompresser. Je suis resté un certain temps sous le choc, mais avec le temps, j'ai oublié. La récolte de la journée n'est finalement pas si mauvaise. Les choses semblent enfin bien tourner. Flash inspecte la coque. C'est pourri en bas. Il n'y a même plus de fibres. Il y a un trou comme ça, sans fibres. Il est tout gratté. Ah putain, c'est pas vrai! Ce trou est certainement à l'origine de la voie d'eau. Et ce n'est pas un très bon présage. Les trois hommes semblent inquiets. Ici, personne ne leur viendra en aide. Au sud de l'île Stewart, Colin se prépare pour la tempête. Il faut agir vite. Prendre la bonne décision pour sauvegarder ses captures
Les langoustes, récoltées depuis 4 jours, risquent de s'abîmer, se blesser entre elles. Autrement dit, elles vont perdre de la valeur. Ce qui n'est pas vraiment le but. Si Colin et ses hommes prennent des risques, c'est aussi parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. En général, je ne pêche que pour une seule usine. Elle m'achète toutes mes langoustes. Mais en ce moment, toutes les usines refusent notre pêche à cause des fluctuations du marché. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché chinois aujourd'hui. Alors, juste avant que nous ne partions en mer, j'ai contacté l'unique acheteur du coin. Il a promis de prendre ma marchandise. Cela fait plusieurs heures que Colin essaie de joindre, sans succès, son ami Zane. En cette partie du globe, les pêcheurs isolés utilisent parfois les services d'un hélicoptère pour acheminer leurs langoustes vivantes jusqu'à l'usine de conditionnement. Et sur Stewart Island, Zane est le seul pilote à remplir cette mission. Je pense que la capacité à travailler dans ce genre d'environnement hostile vient du fait qu'on est né ici, qu'on a grandi sur cette petite île. Colin et moi, on a joué très tôt sur de petits bateaux. Cela nous a appris la manière de gagner notre vie dans ces conditions météo exécrables. Tout cela ne peut pas s'apprendre en 2 temps 3 mouvements. Parce qu'ici, la mer et le vent peuvent t'enlever la vie si tu ne te méfies pas. J'ai pas réussi à joindre Colin. Je l'ai appelé pourtant ce matin à 7 heures. Je crois que son téléphone est cassé. Mais j'espère qu'il est prêt. Là, je compte sur une courte fenêtre météo parce que le temps est vraiment merdique aujourd'hui. Avec un peu de chance, je vais pas voler pour rien. Après plusieurs tentatives, Colin réussit enfin à joindre Zane. Il lui donne alors des indications précises sur sa position et des éléments sur le temps qu'il fait dans le sud de l'île Stewart. Très bien, pas de souci pour moi. Je vais préparer mon matériel et puis j'arrive. Si je décide de ne pas voler pour aller chercher leur cargaison de langoustes, je pense que les pêcheurs respectent ma décision. Ils ne veulent pas que je prenne des risques inconsidérés pour ramener leurs langoustes à l'usine. Je crois qu'ils me respectent aussi parce que j'ai une histoire à la pêche. Je sais lire le temps. Et parfois, je ne veux pas me mettre en péril ou perdre les cargaisons de langoustes. Alors quand je dis non, il y a bien trop de vent, personne ne se plaint. Il n'y a pas de pression. C'est ma décision. Et cette fois-ci, Zane a décidé d'y aller. Sur l'Aurora Australis, on fait une pause en attendant les opérations de levage. En général, à la fin de la saison, on en a ras-le-bol du bateau. Mais une fois que tu es chez toi pendant une semaine, tu trouves n'importe quelle excuse pour retourner à bord. On passe vraiment beaucoup de temps sur le bateau.
Ce navire, c'est un peu comme ma femme, si j'ose dire. Colin essaie de trouver un abri, pendant que Zane survole l'île. Zane connaît les risques qu'ils prennent. Zane les a pris aussi. Il est un ancien pêcheur de langoustes. J'ai beaucoup d'amis et de proches qui ont perdu la vie dans ces parages, autour de l'île de Stewart ou dans le détroit de Foveaux. Cela arrive de temps à autre, surtout quand les gens jouent avec les limites. Ils se retrouvent vite dans des conditions extrêmes. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été retrouvés à cause des conditions climatiques, le vent et les courants de marée. Et ces risques, en voilà la raison. Voici un exemple parfait. Une langouste de grosse taille, made in Nouvelle-Zélande. C'est un mâle, à peu près 1 kilo. Il vaut 70 $. Nous, évidemment, on pense qu'il en vaut bien plus. C'est vraiment un beau spécimen. C'est exactement ce que les consommateurs recherchent. Regardez-moi ça. C'est vraiment un bel animal. Il est très bien dessiné. Dieu n'a-t-il pas bien fait les choses? Zane arrive au-dessus de l'Aurora Australis. Mais la mission est difficile. Les rafales de vent sont fortes, imprévisibles. Zane, aussi chevronné soit-il, va devoir s'y reprendre à plusieurs fois pour hisser les langoustes. En Patagonie, Flash le plongeur a repéré un trou dans la coque du Sarita. Ils sont isolés dans le canal à bras. Il faut trouver une solution avec les moyens du bord. Va dire à Flash qu'il faut qu'il se prépare. Pendant que moi, je malaxe un peu plus cette pâte là. Je vais t'en donner seulement la moitié, d'accord? Juste un peu, comme ça tu pourras mieux travailler en bas. Ça durcit vite ce truc-là. Cette merde se décolle. Même quand tu l'appliques bien? Mais j'ai déjà serré. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, ça ne colle pas sur la coque. Je ne comprends pas pourquoi. Essaye avec celle-là alors. Essaye de bien l'étaler partout, de bien l'insérer. Tu vois? Hein, tu la serres bien. Pourquoi cette merde ne colle pas? Je sais pas. C'est bizarre qu'elle colle pas sur la coque, c'est fait pour ça. J'ai essayé de bien la coller, je l'ai bien rentré dedans, mais ça se décolle quand même.
Il y a beaucoup d'espace entre les planches? Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Bon alors comment on va faire là? On n'a pas le choix, on va laisser les choses comme ça. Le gros problème, c'est qu'on a préparé toute la pâte. Je pensais que ça allait marcher du premier coup, moi. Et comme si ça ne suffisait pas, il brise une antenne en s'amarrant à un arbre. Une vraie journée de merde. Ah, c'est pas vrai. Lâche-le, lâche-le. Qu'est-ce qui se passe avec l'antenne? Saloperie de vent. Ah oui, le mât sur la cabine a cassé. C'est bien attaché là? Là, comme ça devrait tenir là. Ah, merde alors, il fait froid. Ouh. Le capitaine répare l'échappement du moteur. Il faut qu'il se dépêche parce que si je me déshabille, vous allez être effrayé. C'est beaucoup de sacrifices pour ce qu'on nous paye. Beaucoup de sacrifices. Parce qu'ici, il y a du vent, il y a de la pluie. Et puis, on est loin de son foyer, de sa famille, de ses enfants. Donc c'est inquiétant pour nous de voir qu'ils ne nous payent pas assez pour tout ce que ça représente, ce boulot. Par exemple, pour cet oursin, les clients des usines les achètent une vingtaine d'euros le kilo. Mais à nous, on nous l'achète 10 euros le kilo. Donc pour nous, c'est une mauvaise opération. Alors que pour les autres, c'est tout bénef. Mais qu'est-ce qui les fait tenir? Comment gère-t-il ces situations? Comment arrive-t-il à toujours garder le sourire? C'est vrai, parfois je me fâche. Parce que quand tu pars et que tu arrives ici, par exemple, et que tu vois que tu es bloqué 5, 6 jours, tu t'inquiètes forcément. Mais bon, moi je montre pas que je suis de mauvaise humeur, même si je suis très en colère. Je veux pas le montrer parce que je veux pas que mes compagnons soient mal à l'aise. Moi je suis le capitaine, celui qui est le responsable. Si moi je déprime, pour eux ça va être très difficile. Donc je préfère garder tout ça pour moi, ne rien montrer de mes inquiétudes. Depuis le départ jusqu'au retour, j'essaye de garder la bonne humeur. Le mauvais sort s'acharne sur les pêcheurs d'oursins du Sarita. Pourtant, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est sûr, demain sera un jour meilleur. En Nouvelle-Zélande, une manœuvre délicate est en cours. Après 4 tentatives, Zane, le pilote d'hélicoptère, s'apprête enfin à soulever les 600 kilos de langoustes pour les acheminer vers l'usine de conditionnement. L'hélicoptère a une limite de charge. Et si on dépasse cette limite, l'appareil a bien moins de puissance dans les manœuvres. Et si vous essayez de soulever une charge dans le gros temps, il faut vraiment faire très attention. Être délicat pour ne pas endommager le matériel et prendre des risques inutiles. Une erreur au-dessus de cet océan peut être fatale.
Les langoustes de Colin rejoignent l'usine de Dunedin, d'où elles repartiront par avion vers Hong Kong. Là-bas, on les attend vivantes pour les évaluer. On se dirige vers un petit abri que je connais bien. On n'imagine pas qu'il existe des endroits calmes par ici. Mais vous allez voir. C'est un mouillage agréable pour la nuit. Pour la première fois, on sent Colin et ses hommes soulagés. La soirée va faire du bien. Un peu de repos. Pensez à autre chose. Avec toujours dans un coin de la tête quand même, l'espoir que le prix du marché en Chine soit à la hauteur de leurs efforts. On a récolté 700 kilos de langoustes aujourd'hui. C'est mieux que rien. C'est pas mal même. Ça fait combien de dollars tout ça? Ah, pour cette question, il faut que tu demandes à Colin. Et maintenant, c'est le moment de se reposer un peu? C'est l'heure de la bière. Quoi? C'est l'heure de la bière. Prépare-toi à en découdre. Je crois qu'on va se saouler assez vite ce soir. On a sorti 179 casiers, multipliés par 140 kilos. Ça fait 25 tonnes. J'ai l'impression que la compétition est rude et que vous avez tendance à garder vos petits secrets. Les pêcheurs de requins passent leur temps à la radio pour dire combien de prises ils ont fait. Les pêcheurs de langoustes, eux, c'est silence radio. On ne parle pas. Il se passe rien. La soirée, l'alcool, les rires, tout semble avoir été réparateur pour les 3 hommes de l'Aurora Australis. Le lendemain, la mer est encore plus agitée, encore plus démontée, et les hommes encore plus vaillants. Plein de gens sur cette terre ont des boulots bizarres ou dangereux. Mais pour moi, la pêche, c'est le seul métier que je connais. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, partir en mer. Et me voici. Alors, ce sont toujours les mêmes gestes. Les appâts que l'on fixe dans les casiers. Les casiers que l'on jette, les autres que l'on remonte. Les langoustes que l'on trie, celles qui restent à bord, celles que l'on balance. Toujours les mêmes gestes, dans une mer où il faut être marin pour tenir debout. À Oban, dans le petit port de l'île Stewart, dans la grande maison blanche, Sarah, la femme de Colin, est sans nouvelles de son mari depuis plusieurs jours. La communication est souvent difficile. Et vu la météo, elle a du mal à cacher son inquiétude. Allô? Bonjour, comment vas-tu? Il a neigé sur le mont England. Il a fait très froid.
Si Sarah peut enfin parler à Colin, c'est parce qu'il n'est déjà plus très loin du port. Il fait route vers la maison depuis quelques heures. Toi aussi, tu as eu la foudre et les éclairs par là-bas. Ici, on a eu un gros orage avec des éclairs. Il était quelle heure? 7 heures du matin, je crois, mais tu devais être encore en train de pêcher. Je me suis aperçu de rien. Il faisait très sombre pourtant. En tous les cas, je suis content d'être là. Dans l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande, Colin a terminé la saison de langoustes. Une bonne saison, il a bien gagné sa vie. Quelques semaines de repos l'attendent, quelques bières aussi avec son ami Zane. Dans les canaux de Patagonie, il fait un froid glacial. Il a neigé de rue durant la nuit, et une bonne couche de neige recouvre le pont. Tio manque de se casser la figure dans la cale. Ça le fait sourire, mais on sent bien que l'ambiance se tend à bord de la Sarita. Ça fait plus d'une semaine qu'ils ont quitté Punta Arenas, et ils n'ont pas assez pêché pour rembourser ne serait-ce que leurs frais de gasoil. Le temps passe. Il faut impérativement que la chance tourne. Il fait un froid de diable. Ouais, putain, ça gèle. Non. Par là, c'est le passage de la marine. Il n'y a pas des pêcheurs qui ont disparu dans ce coin? Oui. Oui, il y a des pêcheurs qui sont morts par ici. Qu'est-ce qui les pousse, ces pêcheurs de Patagonie, à braver le froid, les intempéries, à vivre l'isolement et la promiscuité? Pourquoi El Chino, Tio et Flash y reviennent toujours? Il y a l'argent, mais il n'est pas vraiment au bout de leur voyage. Peut-être que c'est simplement la vie la moins pire. Hey, tu commences à avoir du bide. Je crois pas qu'il soit gonflé. Ah, c'est la bonne vie et le peu de honte. C'est pas bon, mon gars.
Rien, rien du tout. Ah. Je sens plus mes bras. Ah, c'est pas notre jour, hein. C'est mauvais tout ça. Il y a sûrement des bateaux qui sont déjà passés. Et en plus, il y a plein d'algues. Ouais, il reste des algues. Elles sont très longues. On redescend? Bon, on reste ici ou on bouge, là? Putain, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et toujours ce maudit vent d'ouest, là. Oh là là, ça va se couvrir, là. Satané grain va nous arriver dessus. Oh, le temps de merde. Oh, aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Trop, c'est trop. Aucune pêche n'est bonne. Aucune pêche. Oh, cette saison, c'est la catastrophe. Mais on va tenir, on va tenir.